Euh, alors, le titre que j'ai donné à cette conférence pourrait laisser penser que je vais me livrer à ce qu'on appelle parfois de la métaphysique, c'est-à-dire parler de la métaphysique. Et comme c'est apologie, ça serait sans doute pour en dire du bien. Mais ce n'est pas exactement ce que je compte faire. Je compte plutôt proposer une métaphysique. Et plutôt que d'en parler, même si à la toute fin, peut-être je conserverai quelques minutes pour faire une sorte de métaphysique. En fait, cette idée m'est venue parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à des étudiants, quand je suis arrivé il y a quelques années maintenant à Nancy, il n'y avait plus de cours de métaphysique et j'ai dû convaincre mes collègues de l'époque. Il n'y en a plus aucun. Ils ne sont pas vraiment morts, mais c'est tout comme. Et les convaincre que c'était un peu curieux qu'on n'ait pas d'enseignement dit de métaphysique. Mais certains étaient très réticents. En fait, j'ai la faiblesse de croire qu'il y a des vérités premières et que la philosophie consiste essentiellement à les élucider et à les expliciter. Ce qui fait que je pense que la métaphysique, n'est pas très difficile de la définir. Et je propose, si j'y arrive, voilà, cette définition. La métaphysique est l'explication systématique de la nature ultime de la réalité, de notre capacité de la comprendre, de comprendre la réalité, et de dire quelle est sa raison d'être. Et la doctrine métaphysique que je vais esquisser est un réalisme métaphysique dans la tradition de Thomas d'Aquin. Et en gros, voici les trois dogmes fondamentaux de cette métaphysique. Le premier dogme est le substantialisme. Alors, il y a un mois, à peu près à la même époque, Anna Marmodoro était dans cette salle, collègue de l'université d'Oxford, et elle défendait une métaphysique dans laquelle la réalité première, ce sont des pouvoirs, des powers. Bon, je suis vraiment tout à fait convaincu que le monde n'est pas constitué de pouvoirs, mais qu'il est constitué de substances. Et les substances, ce sont des choses réelles, et elles sont des entités composées de forme et de matière, et elles sont vivantes ou non, elles sont matérielles ou non, elles sont sensibles ou non, elles sont rationnelles ou non. Et vous avez, c'est un tableau que des étudiants ont déjà vu, parce que il y a toujours un moment dans un cours où je suis conduit à faire ce tableau, puisque toute la réalité y est. Donc, comment voulez-vous que je fasse autrement? Donc, vous voyez que la réalité, c'est cela. Voilà, l'inventaire du monde contient toutes ces choses, des choses matérielles inanimées qui ont un corps, des plantes qui ont un corps aussi, qui vivent, qui respirent, qui se nourrissent, qui grandissent, des animaux non humains qui ont un corps, qui vivent, qui se nourrissent, qui croissent et décroissent et qui se meuvent, et puis des hommes qui ont une âme et un corps, qui vivent, se nourrissent, croissent et décroissent, se meuvent, ont 5 sens, qui pensent, qui veulent, qui sont libres, qui sont raisonnables, et puis des anges. Je ne dirai trop rien des anges pour ne pas aggraver mon cas, même si, en fait, je pense que la réalité est constituée essentiellement d'anges. Et puis, voilà, et il y a un Dieu créateur, vous ne le voyez pas parce que la barre vous le cache. Voilà, donc,
Je peux donner quelques précisions sur ce tableau parce qu'il a l'air tellement naïf. On se dit, mais personne ne peut croire une chose pareille. Donc, je vais donner quelques précisions. Une forme de quelque chose, c'est ce qui fait d'une chose ce qu'elle est. C'est sa forme substantielle. Et elle fait aussi cette forme l'acte de cette chose, c'est-à-dire, si elle existe, elle fait son mode d'existence. Et l'acte, c'est la réalisation de cette forme dans une matière. Et cette matière constitue alors la possibilité qu'une chose existe, qu'elle change et aussi qu'elle cesse d'exister. Donc avant qu'une chose soit, elle est en puissance, pendant qu'elle existe, elle est en acte, et toutes ces potentialités ne sont pas réalisées, ne sont pas existantes. Quand elle n'existe plus, sa forme n'a pas disparu à proprement parler, tant qu'il existe d'autres choses de la même sorte, mais cette chose n'existe plus, alors cette substance n'existe plus individuellement. Vous voyez que dans l'inventaire du monde, la différence essentielle ne passe pas entre les choses inertes qui ne sont pas vivantes et les choses vivantes, mais elle passe plutôt, la différence essentielle, entre les êtres dont la forme est matérielle, qui ne subsistent que dans la matière que matériellement, et ceux dont la forme est immatérielle, c'est-à-dire est quelque chose qui est rationnel, est une âme rationnelle. Et c'est pourquoi les êtres humains sont des sortes d'hybrides métaphysiques qui sont composés d'une substance rationnelle, immatérielle et d'une substance corporelle. Voilà, alors je pourrais développer un tout petit peu le cas de l'ange, mais je vais le laisser de côté pour en venir au deuxième élément. Donc ça, c'était le premier élément de cette métaphysique, le substantialisme et l'idée que ce qui existe, ce sont des réalités individuelles, finalement, de différentes sortes. Et puis, le deuxième élément, c'est ce que j'appellerais le réceptivisme, qui peut être compris de la façon suivante: par l'exercice de leur capacité rationnelle, les substances rationnelles, donc ces êtres qui dans la réalité se caractérisent par la rationalité, les substances rationnelles, qu'elles soient immatérielles ou non, connaissent la réalité telle qu'elle est. Et la nature et les modalités de leur connaissance dépendent de la nature des substances rationnelles, selon qu'elle est complètement immatérielle. Donc il y a un type de connaissance qui est la connaissance angélique, ou qu'elle ne soit pas complètement immatérielle, c'est notre cas, et donc on n'a pas la même sorte de connaissance que les êtres qui sont des substances séparées, c'est-à-dire des anges, si vous voulez. Donc dans le second cas, dans le cas qui est le nôtre, cette connaissance commence nécessairement dans l'appréhension sensible des choses naturelles. Ça commence par la perception sensible. Et puis le troisième élément de cette métaphysique, ce réalisme métaphysique, qui n'est pas original du tout, c'est le théisme. La réalité est créée. Il existe un être simple, non composé, son créateur. Il est la raison d'être de tout ce qui existe. Je vais oublier le qui. En lui, rien n'est potentiel ou en devenir. Il est hors du temps et il est l'acte pur d'exister. Voilà, alors, c'est dit de la façon la plus dogmatique qui soit. Et justement, à la fin, j'expliquerai pourquoi ça me semble très difficile en métaphysique de ne pas être dogmatique.
Le réalisme métaphysique qui est défendu, là, se distingue de l'idéalisme métaphysique. Non pas que l'idéalisme mette forcément en question notre capacité de connaître la réalité telle qu'elle est. En général, il fait le contraire. Mais l'idéalisme est, et en plus, l'idéalisme est aussi un réalisme ontologique. Il peut être de deux sortes, soit il est moniste, donc il affirme que l'esprit est toute la réalité, soit il est pluraliste, il affirme l'existence d'une multiplicité de réalités spirituelles, mais un réaliste métaphysique, à la différence d'un idéaliste, pense qu'il existe dans le monde autre chose que l'esprit ou que des esprits ou des personnes. Alors la question, donc un réaliste métaphysique, en ce sens-là, se distingue nettement d'un idéaliste. Un réaliste métaphysique, est-ce qu'il peut être un moniste matérialiste, comme le sont la masse écrasante des philosophes aujourd'hui? Je pense que la plupart des philosophes, peut-être, j'exagère peut-être, mais une grande partie des philosophes aujourd'hui sont des monistes matérialistes. En général, ils peuvent l'être sans y avoir vraiment beaucoup réfléchi. Eh bien, en tous les cas, un réaliste métaphysique, lui, ne le peut pas. Pourquoi? Car s'il dit qu'il n'existe que des entités matérielles, il n'a alors aucun moyen d'expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Il fait comme Russell, il affirme, certains d'entre vous connaissent bien le débat entre Russell et Coplestone, il affirme comme Russell que les choses sont ainsi et puis c'est tout. C'est ce que Russell avait répondu à Coplestone. Donc c'est un fait brut, l'existence. Et il y a il ne peut pas dire, il ne peut pas expliquer pourquoi il y a une réalité telle que nous la connaissons plutôt que rien ou une réalité différente de celle que nous connaissons. Le réaliste matérialiste renonce dès le départ à une explication. Et si cette explication consiste simplement à revenir en arrière dans la série des causes matérielles, eh bien, effectivement, il ne peut pas parvenir à une explication. Il a bien raison de penser qu'on ne peut pas. On ne peut pas de cette façon. Et comme le disait justement le père Coplestone en répondant à Russell, la série n'a pas une cause phénoménale, mais une cause transcendante. Donc effectivement, si vous vous y prenez de la façon dont il s'y prend, finalement, vous ne pouvez pas faire de métaphysique, parce que vous ne parvenez jamais à donner une explication de la totalité. Donc ça veut dire qu'un réalisme métaphysique matérialiste, même s'il y a beaucoup de gens parmi les métaphysiciens analytiques qui sont dans ce registre, c'est une contradiction in adjecto, je dirais. Matérialiste éliminant métaphysique. Parce que si vous voulez donner une explication du fait qu'il y a quelque chose, et même une explication de ce qu'il y a, de ce qui existe, vous devez avoir une cause première qui n'est pas une réalité de même nature matérielle que tout ce qui existe matériellement. Effectivement, ils ne peuvent pas. C'est par principe pas possible. Alors, en gros, si vous voulez, c'est ce que raconte... c'est ça que sans doute ça veut dire
ce que dit Wittgenstein quand il dit ce n'est pas comment les choses sont qui est le mystique, le mystère, mais il aurait pu mettre la métaphysique, mais qu'elle soit, ou qu'il soit, le monde. Le Tractatus 644, je crois que c'est ça que cela veut dire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'un réalisme métaphysique n'est ni idéaliste, ni matérialiste, et il n'est pas non plus scientiste au sens où l'explication fondamentale de la réalité n'est pas la science, mais la métaphysique. C'était peut-être d'ailleurs ce qui conduisait mes collègues à ne pas être enclins à penser que ça avait un intérêt qu'on ait un cours dit de métaphysique, parce qu'ils sentaient bien que ma volonté qu'il y ait un cours dit de métaphysique, c'était parce que je pensais cela. Alors, je voudrais juste citer là un Anglais, Dominique, en fait, il est irlandais, anglais qui s'appelle Herbert McCabe, qui dit, qui est mort maintenant, il dit « Si Dieu est ce qui répond à notre question de savoir d'où toute chose vient, alors évidemment, il n'est pas lui-même compris parmi toutes les choses. » C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Dieu ne peut pas être une chose, un étant parmi les autres. Il n'est pas possible que Dieu et l'univers puissent être additionnés pour que cela fasse deux. Et de nouveau, si nous parlons de Dieu comme de la cause de l'existence de toute chose, il est clair que nous ne devons pas vouloir dire qu'il fait l'univers à partir de rien. Quoi que création puisse vouloir dire, ce n'est pas un processus de fabrication. Alors, je laisse de côté la création ex nihilo, mais en tous les cas, la création ex nihilo, ce n'est pas un processus de fabrication. Ça ne consiste pas à faire quelque chose. Alors, plus encore qu'à l'idéalisme ou au scientisme, le réalisme métaphysique, qui est défendu ici, se distingue, il s'oppose à l'antiréalisme. Je crois que l'antiréalisme est la maladie à la mort de la postmodernité. C'est donc l'antiréalisme qui a envahi la philosophie contemporaine sous des formes variées, qui peuvent être chatoyantes, et il est avant tout épistémologique. C'est-à-dire qu'il affirme que rien ne garantit l'adéquation entre notre esprit et la réalité, que cette réalité soit mentale ou spirituelle ou qu'elle soit matérielle. Et donc l'antiréalisme n'est pas simplement de l'idéalisme. Tant qu'on avait affaire qu'à des idéalistes, je dirais, c'était encore, ça allait encore, mais l'antiréalisme, parce que l'idéaliste croit qu'il y a une réalité, il croit simplement qu'elle est mentale, si vous voulez, ou spirituelle, mais il croit qu'il y a une réalité. Tandis que là, c'est beaucoup plus gênant, puisqu'il n'y croit plus, l'antiréaliste. Donc, il n'est pas idéaliste, et s'il est scientiste, ce qui est assez souvent le cas aujourd'hui, il ne croit pas que la science nous fasse connaître une réalité qui est indépendante des théories scientifiques elles-mêmes. Et il va même jusqu'à dire que la notion de réalité est elle-même une construction théorique. La réalité n'est pas la norme de notre connaissance, mais elle est un produit de la connaissance pour l'antiréalisme. Et donc, la connaissance ne porte pas sur une réalité indépendante, mais elle est une construction cognitive. Et certains sont même allés jusqu'à affirmer qu'elle est une convention, dont quelques Polonais, hélas. Ajdukiewicz.
C'est pourtant un type bien. Mais... Donc, ça conduit à un anti-réalisme métaphysique. La réalité telle qu'elle est en elle-même nous échappe. Et même, disent certains, le concept même d'une réalité est à quelque chose d'absurde. Et je me suis beaucoup intéressé à un philosophe qui soutient cela. J'ai même fait ma thèse dessus. Maintenant, je me demande comment j'ai fait. Donc, ce que nous considérons comme la réalité est une construction mentale, une convention théorique ou une élaboration linguistique. En revanche, le réalisme épistémologique affirme que nos capacités ou pouvoirs sensibles et cognitifs nous permettent d'appréhender la réalité telle qu'elle est. Ce qui signifie qu'il existe une correspondance entre ce que nous disons de la réalité, ce qu'elle est, indépendamment de ce que nous en disons. Donc la vérité, dans ce cas-là, est une norme externe et non pas interne de la connaissance. Mais pour ceux dont le réalisme est interne, par exemple Putnam, essentiellement, la vérité n'est que l'acceptabilité rationnelle idéalisée, comme il disait, et dans ce cas-là, je pense qu'il n'échappe pas à une forme d'anti-réalisme. Alors, l'anti-réalisme métaphysique, qui tient le réalisme épistémologique comme naïf et absurde, rejette ce que j'appellerais le réceptivisme épistémologique, selon lequel nos pouvoirs cognitifs sont appropriés pour appréhender la réalité. C'est-à-dire que nos concepts, la façon dont nous pensons les choses, sont intentionnellement ou dans l'esprit ce que les choses sont, ce que sont les choses réellement dans la réalité. C'est une vieille thèse aristotélicienne, chapitre dans le traité de l'âme, chapitre 4 du livre 3, et c'est aussi ce que Thomas d'Aquin reprend à sa façon. Il dit, c'est dans la Somme théologique, la première partie, question 12, article 4, il dit « La connaissance a lieu pour autant que la chose connue est dans celui qui connaît. » Donc, nous recevons donc ce qui fait des choses ce qu'elles sont, mais nous le recevons immatériellement, et donc selon notre mode d'existence propre, qui est celui d'être rationnel. L'anti-réceptivisme épistémologique, au contraire, affirme que la réalité ne pénètre pas dans notre esprit. Donc la réalité n'est pas le contenu de nos concepts, et n'est pas non plus la signification de notre langage. La raison produit des concepts indépendamment de la réalité externe, et ces concepts ne sont que des représentations mentales, c'est une forme de représentationnalisme, que des représentations mentales ou des signes. Et rien ne peut nous assurer de la moindre adéquation avec la réalité. Alors, vous voyez que le réceptivisme épistémologique, il ne tient que par une doctrine qui est celle de l'identité du connaissant et du connu. Cette doctrine affirme que donc l'âme, ce que dit Aristote, l'âme peut devenir toutes les choses. Et elle a une double potentialité, une disposition à la réceptivité et une disposition à un acte dans lequel elle agit un peu comme la lumière à l'égard des couleurs.
C'est-à-dire, Aristote dit, je le cite, « La connaissance en acte se confond avec l'objet auquel elle s'applique. » Et il dit aussi que l'âme est en quelque sorte toutes les choses qui sont, que la connaissance est en quelque façon les choses qu'elle connaît. Donc les choses connues ne sont évidemment pas reçues matériellement dans l'âme, sans doute. Elles y sont par leur forme. Et je cite encore Aristote, car ce n'est pas la pierre qui est dans l'âme, c'est seulement sa forme. Et il précise à cet égard, je le cite, que l'âme est comme la main. Si la main est l'instrument des instruments, l'intelligence ou l'intellect est la forme des formes. Ça, c'est le principe actif, en quelque sorte, de l'intelligence pour parvenir à être intentionnalé ce que sont les choses dans leur réalité. Et dans son commentaire du De Anima, voici ce que dit Thomas, il dit par là, il appert que l'âme s'assimile à la main. La main, en effet, est l'instrument des instruments, parce que les mains ont été données à l'homme au lieu de tous les instruments qui ont été donnés aux autres animaux pour leur défense, ou pour l'attaque, ou pour leur abri. En effet, toutes ces choses, l'homme se les fabrique à la main. Et pareillement, l'âme a été donnée à l'homme au lieu de toutes les formes, de sorte que l'homme soit d'une certaine manière tout être, en tant que par son âme, il est d'une certaine manière toute chose, pour autant que son âme reçoit toutes les formes. En effet, l'intelligence est une forme qui revêt toutes les formes intelligibles, et le sens est une forme qui revêt toutes les formes sensibles. Donc, Thomas comprend l'identité du connaissant et du connu comme une identité formelle. C'est la même espèce qui informe, ou la même forme, qui informe l'intellect et la chose connue, mais selon deux modes d'existence différents. Dans son être intentionnel ou dans son être naturel, l'être naturel dans la chose, la forme dans la chose, et qui fait de la chose qu'elle est, et la forme, disons, dans l'esprit, qui permet de connaître la chose telle qu'elle est. Donc une forme est réalisable de deux façons, actuellement ou intentionnellement, et l'identité formelle suppose une causalité formelle. Cette causalité fait des choses ce qu'elles sont, aussi bien dans la réalité actuelle que dans la connaissance que nous avons d'elle. Donc la cause finale de la sorte d'être que nous sommes, c'est ce bien que constitue pour des êtres de notre sorte, des êtres rationnels, des êtres sensibles et rationnels, l'appréhension de la réalité comme ce qu'elle est. C'est notre bien, puisque nous sommes des êtres rationnels, que de connaître la réalité telle qu'elle est. Heureusement que c'est possible, sinon nous n'atteindrions jamais notre bien. Donc être fait pour cela, c'est vivre en disposant d'une capacité de penser les choses telles qu'elles sont, ce qui explique donc que nous connaissions, c'est ce qui explique donc que nous connaissions et la sorte de vivant que nous sommes, sorte d'être que nous sommes, différent de ceux qui sont seulement, ce qu'on avait vu dans le tableau au départ, végétatifs ou sensibles, sans comme nous être rationnels. Donc, selon si cette doctrine est correcte, alors premièrement, le problème de l'intégration de la métaphysique et de l'épistémologie
et surtout, enfin, il ne se pose pas, et il ne se pose pas de problème de leur désintégration, surtout. Deuxièmement, l'antiréceptivisme est une erreur philosophique franchement dommageable. Et troisièmement, la défiance métaphysique, et je dirais le pessimisme ontologique que l'antiréceptivisme accompagne souvent, ne se justifie pas. Donc le réceptivisme épistémologique affirme que nous sommes faits pour connaître les choses telles qu'elles sont, mais vous voyez qu'il suppose que toutes les choses dans le monde aient une finalité et qu'elles soient en vue de quelque chose. Et dans ce cas, si les choses ont une finalité, la réalité elle-même, comme totalité créée de toutes ces choses, en a une également. Alors, évidemment, il y a une objection à cette thèse. C'est que est-ce qu'il ne serait pas possible de nous représenter des entités qui n'existent pas ou de nous en représenter autrement qu'elles sont? Ça semble tellement évident. Alors, évidemment, il se pourrait qu'il y ait une forme intentionnelle, une xité d'un X, on pourrait dire ça comme ça, et que rien dans le monde ne soit actuellement un X. J'ai revu récemment le film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge. Il y a une belle scène de délirium très mince dedans. Hein, c'est Yves Montand, il est alcoolique. Et il est alcoolique et tireur de précision, ce qui les deux ne sont pas. C'est un ancien commissaire de police, enfin, etc. Et il y a une scène extraordinaire de délirium très mince où il se réveille, il a bu et il y a des énormes mygales qui montrent sur lui des serpents, etc. Je vous recommande parce que c'est très impressionnant. Donc, il voit des mygales, il voit des serpents, il voit des rats qui grimpent sur lui. Alors, est-ce que ça signifie que... est-ce que ça ne signifie pas que dans la perception et dans l'hallucination, la même chose se trouve dans l'esprit, un même objet intentionnel? Et ce serait évidemment une objection de taille à ce que je viens de dire. Et la seule différence qu'il y aurait entre une perception et une hallucination, c'est que dans un cas, il y aurait une réalité extérieure correspondante et pas dans l'autre. Et ce qui encouragerait à faire de l'hallucination une relation avec une réalité qui est inexistante. Et aussi à faire de la perception une relation avec une entité qui simplement se trouve exister, mais sans qu'on puisse même en être certain. C'est-à-dire qu'on serait conduit à dire que la perception, c'est une hallucination vraie. C'est une hallucination vraie. La perception serait une hallucination vraie ou ça serait une fausse hallucination, en quelque sorte. Ce serait les deux. Mais je crois que cette objection qui est évidemment de taille, on peut en disposer de la façon suivante. C'est que si être au sujet de X, penser quelque chose, c'est être dans un certain mode, c'est pour celui qui a une sensation ou une pensée de X, être dans une certaine mode d'existence, alors ce n'est pas la même chose d'avoir une hallucination, justement parce qu'une hallucination n'est pas une sensation ou une pensée de X.
Certes, celui qui a une hallucination ne se trompe pas au sujet de l'existence de quelque chose en dehors de lui, alors, mais il se trompe au sujet de ce qui lui arrive. L'hallucination concerne non pas la connaissance de quelque chose qui serait en dehors de moi, sauf que ça n'y serait pas vraiment. L'hallucination concerne la connaissance de soi et non pas la connaissance des choses en dehors de nous. Et elle ne concerne pas non plus la connaissance d'une chose en nous. Donc l'halluciné n'a pas la sensation ou la pensée de quelque chose qui n'existe pas, mais il n'a pas la sensation qu'il croit avoir, ni la pensée qu'il croit avoir. Donc je crois que l'objection qui est classique, qui est faite à cette idée d'une identité du connaissant et du connu, en mettant l'accent sur des phénomènes comme l'hallucination ou l'erreur massive, enfin bon, ne fonctionne pas si bien que cela, parce qu'on peut très bien considérer que l'hallucination n'est pas un mode de perception qui serait peu efficace ou quelque chose comme ça, mais que ce n'est pas un mode de perception du tout, et ce n'est pas un mode de compréhension d'une réalité du tout. Alors, bon, on pourra peut-être revenir sur ce point. Gitch, dans God's Relation to the World, Peter Gitch, qui était un ami de McCabe, dit une pensée qui représente les choses comme étant ce qu'elles sont est une pensée qui représente les choses comme étant ce qu'elles ne sont pas, pardon, est une fausse pensée. C'est même exactement ce qu'est la fausseté. Ce qui est rejeté par le réalisme métaphysique, que je partage avec McCabe et Gitch, c'est que des esprits comme les nôtres puissent avoir une pensée des choses comme si elles étaient. Comme si elles étaient ce qu'elles ne sont pas, ou comme si elles étaient alors qu'elles ne sont pas. Et sans que cela soit autre chose qu'une fausse pensée. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que une pensée, c'est forcément une pensée de quelque chose qui est, je simplifie à outrance, qui est en dehors de nous et qui est en dehors de nous tel que nous le pensons. Si ce n'est pas le cas, c'est une fausse pensée. Ce n'est pas une pensée de quelque chose qui n'existe pas ou une pensée de quelque chose qui est autrement comme nous le pensons. C'est une fausse pensée. Quand nous pensons réellement, dès lors, nous pensons les choses telles qu'elles sont. Et pour autant, cette pensée des choses telles qu'elles sont reste humaine. C'est-à-dire que les choses sont connues selon notre mode d'existence, pas autrement, c'est-à-dire selon la sorte d'être que nous sommes, ce qui ménage complètement, étant donné la sorte d'être que nous sommes, la possibilité de l'erreur. Mais d'une erreur qui est d'une toute autre sorte que d'être les producteurs des objets de notre pensée. Alors, cette thèse elle-même ne fonctionne que si on accepte une forme de finalisme métaphysique extrêmement fort. Le réalisme métaphysique répond à la question de savoir quelles sont les réalités les plus fondamentales, mais aussi à celle de savoir pourquoi elles existent. Et pour cela, le réalisme métaphysique décrit la nature et la finalité des êtres humains, qui est aussi, dès lors, celle de toutes les choses dans la nature.
Et donc, la spécificité des êtres humains tiendrait à leur rationalité, et leur rationalité les rendrait capables de connaître la réalité telle qu'elle est, donc d'avoir une connaissance métaphysique. Et donc, il y a un lien étroit entre l'existence dans le monde d'êtres tels que nous sommes, toutes les autres réalités, naturelles et surnaturelles, et leur raison d'être, c'est-à-dire pourquoi elles existent. Donc, effectivement, la thèse qui est défendue ne fonctionne que si on accepte, si on défend une forme de finalisme où, dans l'inventaire du monde, tel qu'il a été présenté au départ, toutes les choses sont les unes pour les autres, en fait. C'est un plaisir de citer le père Garrigou-Lagrange. Je ne suis pas sûr qu'on le cite encore souvent, à part Paul, peut-être. Il y a, au début de son livre intitulé « Le réalisme du principe de finalité », que je vous recommande, Réginald Garrigou-Lagrange, il y a une sorte de dialogue entre un sophiste et Aristote. Garrigou-Lagrange avait sans doute l'impression que quand il parlait, il était la voix d'Aristote et celle de Thomas d'Aquin. Peut-être c'était un peu excessif de sa part, mais voilà. Donc le sophiste dit « Tu ne parviendras jamais à démontrer que l'œil est fait pour voir, l'oreille pour entendre. Du fait que j'ai un œil, je vois, mais prouve-moi donc que l'œil est fait pour voir. » Et Aristote, enfin Réginald d'Aristote, lui répond « Non, je ne prouverai pas que l'œil est fait pour voir, mais si tu sais ce que veut dire en me parlant de l'œil et surtout de la vue, tu vois, mais si tu sais ce que veut dire en me parlant de l'œil et surtout de la vue, tu vois toi-même, avant toute démonstration, que la vue est pour voir, l'ouïe pour entendre, les ailes pour voler. » Évidemment, c'est une sorte de finalisme tellement radical qu'il semble naïf. En fait, ce finalisme, il s'oppose au principe humien de séparabilité. Je pense que par bien des aspects, Hume a gagné. Parce qu'il a réussi à faire passer ça. Le principe humien de séparabilité, selon lequel tous les objets dans le monde sont séparables et ils sont donc pensables indépendamment les uns des autres. Ce qu'il dit dans le traité de la nature humaine, de la nature humaine, tout début, 1.1.7. Donc le monde de Hume, ce n'est pas du tout celui que je vous ai présenté au début, c'est un simple agrégat d'entités qui sont séparées et qui ne sont liées les unes aux autres, ces entités, comme vous le savez bien, que par notre imagination. Donc il n'y a pas de causalité réelle, il n'y a pas de substance non plus. Et donc le monde n'est pas constitué de choses distinctes qui sont les unes pour les autres. Alors, je crois que ce genre de raisonnement humien a beaucoup de succès parce que, à juste titre, beaucoup de philosophes modernes se sont inquiétés de la réification des causes finales, c'est-à-dire l'emploi de l'expression « la fin de quelque chose ». Comme quand Garrigou-Lagrange fait dire à Aristote « la vue est pour voir ». Mais je pense qu'on peut fort bien éviter cette réification des causes finales, comme l'ont montré Peter Gitsch et Tadeusz Kotarbiński, qui se connaissaient d'ailleurs fort bien. Ils ont montré qu'on peut éviter cette réification. Il suffit de dire P afin que Q. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire le lapin est visible afin que Paul puisse le voir. Et pour qu'il soit visible, il doit exactement être tel qu'il est.
c'est-à-dire il doit être un lapin visible, et un lapin invisible, cela n'existe pas. Et il faut que Paul soit tel qu'il est. Donc, vous n'avez pas besoin de réifier les causes finales. Il vous suffit d'avoir des formules du type P afin que Q, avec P et Q qui sont des propositions d'ailleurs. Donc, il y a une explication qu'on pourrait dire strictement matérielle ou, on pourrait dire, ou biologique au fait que Paul voit le lapin, mais à mon sens, elle n'entre pas en concurrence avec une autre explication qui est téléologique, qui est finaliste, et qui fait que dans le monde tel qu'il est, un lapin est tel qu'il peut être vu par une personne comme Paul, qui en est capable, et qui en est capable du seul fait qu'il est ce qu'il est. Je crois que le tort, ça a été de penser que les explications scientifiques qui se passaient du principe de causalité était en concurrence avec un autre type d'explication métaphysique. C'est bizarre d'ailleurs qu'on ait pensé ça à ce point-là. On peut donner à la fois une explication fonctionnelle, mécanique d'une horloge, par exemple, et on peut aussi faire remarquer que l'horloge est faite pour nous donner l'heure et que nous sommes capables de comprendre l'heure qu'il est, 7h moins 10. Donc, en tous les cas, le réalisme métaphysique qui est défendu là est effectivement forcément téléologique. Alors, maintenant, il y avait ce point C dans les 3 dogmes du début, ce point qui était théiste ou le point d'ontothéologie. Là-dessus, je reprendrai volontiers ce que dit Gitsch pour expliquer pourquoi on a besoin du théisme. Il dit l'actualité, donc la réalité, est attribuable à des objets individuels. L'existence exprimée par « il y a un » ne l'est pas. Quand nous demandons s'il y a un ceci ou un cela, nous posons une question au sujet d'une sorte d'objet pour savoir s'il y a ou non quelque chose qui est de cette sorte. C'est ce que tous les étudiants apprennent à faire en première année en faisant de la logique des prédicats du premier ordre et en apprenant ce qu'est la quantification. Et nous ne pouvons jamais vraiment affirmer ou dénier l'existence en ce sens d'un objet individuel, pas plus que nous ne pouvons vraiment demander si une chose, plutôt qu'une sorte de chose, est fréquente ou non. Donc, ce que fait Gitsch, c'est la différence entre dire qu'une chose existe en répondant à la question an est en latin. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a de ça? Et puis dire qu'elle est réelle au sens où elle est en acte, où elle a une réalité. Ce sont 2 questions différentes et l'ontothéologie consiste à dire que pour qu'il y ait quoi que ce soit d'actuel, de réel au sens d'actuel, il faut qu'il y ait un être qui, lui, soit pure actualité et duquel toute actualité provient. C'est-à-dire ce sans quoi il y aurait rien du tout. Alors, si c'est, je lis ce qui est sous la barre, est un dogme métaphysique du réalisme, c'est pour expliquer la réalité au sens de l'actualité. Parce que pour expliquer la réalité au sens de l'existence quantifiée, on n'en a pas besoin. Quine n'a pas besoin de Dieu.
Et Quine avait parfaitement raison en disant que être, c'est être la valeur d'une variable liée à un prédicat. Quand nous disons qu'il y a, il y en a de quelque chose, ou que tout en est, hein, on dit pour tout X. Mais en revanche, rien n'est dit alors sur l'actualité de quoi que ce soit. Son engagement ontologique est finalement assez peu ontologique à Quine. Donc la thèse C que j'avais présentée au début consiste à dire que pour qu'il y ait de l'actualité, il faut un être actuel, mais sans aucun changement. Et qui soit la cause de tout ce qui est actuel et de toute possibilité de changement. Donc l'actualité de toute chose est suspendue à l'actualité pure de cet être. C'est ça que ça veut dire que Dieu est ce sans quoi il n'y aurait rien. Et dès lors, la réalité, au sens de l'actualité, requiert l'acte pur divin. Alors, j'en arrive à ce point que j'avais annoncé, et me dire, mais comment vous savez tout ça? Soit on dit il est givré, soit il se moque, quoi. Hein, parce que, bon, d'une certaine façon, il est devenu extrêmement rare en France, parce que, que des gens disent des choses pareilles. Hein, le disent de but en blanc, qui disent voilà, c'est ça la vérité. C'est relativement récent en un sens, hein, parce que si vous regardez l'introduction à la métaphysique de Bergson, qui, comme les étudiants savent, un texte pour lequel j'ai assez peu si, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce texte, mais peu d'affinité avec. Lui, ça ne le gênait pas de dire des... C'est après qu'on y a renoncé. Donc, comment on peut savoir tout cela? Et effectivement, dans ce cas-là, on peut être tenté de faire le type de critique que fait Kant dans les Prolégomènes métaphysiques futures, paragraphe 57. Vous connaissez le texte par cœur, hein, où il dit, bon, en gros, paribole, hein, on peut pas, c'est pas possible de s'y prendre comme cela. Pour des raisons qu'il donne et qui sont effectivement solides. Alors, je crois que en fait, je suis tenté de penser que il n'y aurait pas moyen, si vous voulez, de justifier ce qui a été dit en disant, voilà, je vais vous donner un fondement de ce que je viens de dire. Ça marche pas, ça ne peut pas marcher comme ça en métaphysique. En métaphysique, et là, c'est pour ça que c'est de la métamétaphysique, on est obligé d'affirmer comme ça, puis ensuite on montre tout ce que ça explique. On montre que il est possible de dire des choses pareilles. C'est explicatif. Donc, on était obligé de se situer dans ce qu'on pourrait appeler une tradition. Une idée que je reprends aussi d'une certaine façon d'un philosophe écossais, cette fois, qui est MacIntyre, voilà, qui parle des traditions, qui a fait toute une philosophie de la tradition ou des traditions. Et une tradition, c'est un ensemble de concepts, de thèses, d'arguments qui, grâce à sa cohérence et à sa stabilité, se maintient à travers l'histoire, en ne se modifiant que superficiellement, par son style, par sa rhétorique, par l'accentuation de certaines choses. Alors, je suis tenté de penser qu'il y a 3 grandes traditions.
une tradition qui est ni réaliste ni réceptiviste et qui rejette complètement la conception aristotélicienne de la vérité et qui accepte complètement la théorie moderne, que je dirais lokéo-yuméo-kantienne de l'expérience. C'est une tradition à la fois sceptique et critique, qu'on retrouve dans le pyrrhonisme, donc elle est très ancienne. Et c'est une conception qu'on retrouve dans ce que j'appellerais le kantisme analytique, celui de Carnap, celui de Quine, celui de Goodman, celui de Putnam. Donc c'est une tradition qui est très forte dans la philosophie analytique. Et puis il y a une tradition aujourd'hui qui est réaliste, mais non réceptiviste, et qui n'accepte pas le réceptivisme que j'ai proposé et le finalisme qui va avec. Qui accepte donc la théorie aristotélicienne de la vérité, mais qui rejette complètement l'identité du connaissant et du connu. C'est une tradition qui est souvent nominaliste, qu'on trouve dans le nominalisme, peut-être, et même certainement déjà chez Occam, et dans toute la tradition moderne en métaphysique, chez Descartes, même chez Leibniz, et qu'on trouve dans ce qu'on appelle la métaphysique analytique. Elle est très bien représentée chez Russell, chez Armstrong, qui est un Australien, chez Chisholm, chez Kripke, chez Van Inwagen et chez Claudine Tiercelin, au Collège de France. Voilà deux traditions. Mais il y a une troisième tradition, plus souterraine. Elle est réaliste et réceptiviste. Elle accepte la théorie aristotélicienne de la connaissance. Elle accepte l'identité de la connaissance et du connu. C'est-à-dire, elle accepte une théorie dispositionnaliste de la croyance et de la connaissance. Et une croyance, c'est une disposition à. Et nous sommes faits pour en avoir parce que grâce à elle, nous pouvons comprendre la réalité telle qu'elle est. C'est la tradition qu'on pourrait dire aristotélico-thomiste en métaphysique. C'est aussi celle du thomisme analytique. Et on la trouve chez Hans Combe, chez Gitsch, chez Garrigou-Lagrange. Finalement, quand vous regardez de près ce que raconte, j'ai plus d'affinité avec Gitsch ou Miller ou McCabe ou Feser, mais Garrigou-Lagrange, il ne dit pas autre chose. Il le dit dans une sorte de vocabulaire néo-scolastique, complètement suranné. Mais finalement, les thèses sont à peu près les mêmes, en un sens. Donc voilà, mon idée, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire de la métaphysique autrement que de façon assez dogmatique, au sens où on se situe dans une tradition. Peut-être que le seul intérêt, c'est d'arriver à voir, il est simplement important d'arriver à voir comment ces traditions s'opposent, se distinguent. À me dire, mais alors, c'est juste une affaire de choix. On pourrait dire, c'est très relativiste finalement. On dit, tiens, aujourd'hui, je vais aller dans la tradition là, puis demain dans l'autre tradition. Non, parce que, évidemment, s'il y en a une qui est correcte, les autres sont fausses. Mais, donc, je ne crois pas qu'on soit conduit à tomber dans le relativisme. En revanche, la métaphysique, ça ressemble à cela. Vous voyez, c'est la broderie. En fait, il y a un canevas, et puis on brode sur le canevas. Ils sont très très beaux les oiseaux là-haut. Donc je trouve que ça ressemble beaucoup à cela. Ça ressemble beaucoup à cette activité consistant à
Une tradition, c'est un cadre qui structure la pensée, c'est comme un canevas à finir, si vous voulez. Et, alors, vous pouvez choisir des couleurs qui n'ont pas encore été essayées, voilà, mais vous avez le canevas, la trame, elle est toute faite. Et les traditions métaphysiques ou les traditions philosophiques font cela. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai tenu en 1 heure quand même. J'ai donné à cela quand même la forme d'une sorte de testament. Je vraiment merci infiniment, c'était impressionnant. Est-ce que vous avez, chers camarades, dans la salle, des questions ou des remarques? C'est évidemment le moment. Sinon, moi, je veux juste faire un petit follow-up sur ce que tu as dit à propos de Wittgenstein. Tu as choisi un Wittgenstein. Donc, je vais me permettre juste de partager l'écran, si tu veux bien, avec un autre. C'est-à-dire que tu as choisi celui-ci. Là, j'étais en train de travailler quand tu parlais. Tu as choisi donc le Tractatus, où effectivement, il nous dit que ce n'est pas comment le monde est qui est mystique, mais c'est que le monde est. Mais ensuite, dans la conférence sur l'éthique, quelques années plus tard, il s'est moqué complètement de toutes ces questions. Et il s'est dit, la question métaphysique ou mystique fondamentale est fondée sur une mécompréhension du langage. Donc, j'en conclus que vraiment, tu restes fidèle au premier Wittgenstein, mais je te connais aussi comme étant fan des recherches philosophiques. Donc, dis-nous tout. Oui, je suis plus intéressé par le second que par le premier, à vrai dire. Mais ce qui m'intéresse chez Wittgenstein, ce n'est vraiment pas la critique de la métaphysique, que je trouve extrêmement banale. Ce qui m'intéresse, c'est la théorie de l'esprit, sa philosophie de l'esprit, sa métaphysique de l'esprit, justement, son dispositionnalisme, la critique du langage privé, voilà, c'est ça qui, après Wittgenstein, Saint Thomas, ce qui m'intéresse, c'est Thomas Wittgenstein. C'est la façon dont, effectivement, la lecture de Wittgenstein, j'ai déjà dit ça, donc je ne raconte pas ma vie plus que d'habitude, mais quand j'étais en terminale, j'ai eu un cours qui était très thomiste. C'était un professeur qui était, il avait fait il avait fait ses études à l'université grégorienne à Rome. Il avait eu Garrigou-Lagrange comme prof. Et donc et puis il l'avait envoyé pour avoir une licence acceptable en France, il l'avait envoyé à la Sorbonne et là, il était tombé, donc dans les années, il était à la Sorbonne dans les années 68. C'est un prêtre. Et donc là, il s'était mis, il était tombé dans ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et puis Freud et tout ça. Il était un peu déchiré entre les deux, les cours étaient très étranges de ce point de vue. Mais quand je me suis mis à lire Wittgenstein, j'ai eu l'impression, le second Wittgenstein, j'ai eu l'impression de familiarité. Parce que le dispositionnalisme que j'avais rencontré en classe terminale, je le retrouvais complètement. Après, je me suis aperçu qu'il y avait bien d'autres gens qui avaient vu ça avant moi, il y avait Kenny, il y avait tout ça avant. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse chez Wittgenstein. Sa critique de la métaphysique et ses hésitations sur la philosophie m'intéressent beaucoup moins. Mais là, ce qui se passe dans la conférence sur l'éthique, ce n'était pas tellement la critique de la métaphysique, ça c'est vraiment TLP. Mais là, dans la conférence sur l'éthique, c'est la possibilité même d'exprimer un souci métaphysique. La critique. Oui, oui. Voilà. Ok, je vois qu'il y a des personnes en ligne qui ont des questions, notamment Baptiste et Andy Arana. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui veulent sur place poser, vous avez une priorité ontologique, donc un privilège ontologique, pour ainsi dire. Très bien. On pratique la métaphysique de la présence.
Et d'ailleurs, je salue quelqu'un qui est en ligne, donc Anna Marmodoro est avec nous depuis le début. Donc, est-ce que, Baptiste, tu pourrais dire quelque chose avant de poser ta question? Parce que je veux voir comment marche notre micro. Vous m'entendez? Oui, même trop bien. Attends. Désolé. Ouais, encore. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est nous qui réglons, t'inquiète. Là, c'est très bien. Bon. D'accord, parfait. Donc, vas-y. Merci beaucoup, Roger, pour ta conférence qui était vraiment très claire. Et j'aurais préféré être là, mais j'ai été un peu malade aujourd'hui, donc finalement, je n'ai pas pu me déplacer. J'ai une question qui porte sur la diapositive 3, parce qu'il y a deux occurrences du mot matière et j'ai l'impression que ce n'est pas le même sens, ou alors quelque chose qui m'échappe. C'est que en haut de la diapo, tu dis que les choses réelles sont des substances, c'est-à-dire des entités composées de forme et de matière. Donc là, c'est la première occurrence. Et ensuite, parmi les variables, tu dis que ça peut être matériel ou non. Donc ça veut dire qu'il y a des choses matérielles, non matérielles, qui peuvent être non matérielles. Et donc, oui, alors c'est parce que matière, c'est un terme analogique. Donc la signification de matière est analogique. Et donc, il y a des êtres pour lesquels la matière, c'est une potentialité. Dans certains cas, la potentialité de certains êtres est matérielle dans un sens d'avoir des propriétés spatiales. Dans d'autres cas, la matière, c'est une potentialité qui ne consiste pas à avoir une propriété spatiale. C'est une potentialité plus qu'une matérialité. Est-ce que ce que je dis est suffisamment clair ou non? Oui, d'accord, merci. Donc ça veut dire qu'il Ce qui fait qu'un ange n'est pas un être matériel, mais il peut chuter, par exemple. Et donc, il peut changer. ce qui explique qu'on puisse distinguer des anges, en disant que Michel n'est pas Gabriel, par exemple. Voilà. Mais quand on distingue des anges, on ne distingue pas des êtres individuels, mais des espèces. Justement parce qu'ils ne sont pas matériels, qu'ils n'ont pas de propriété. Je ne voudrais pas rentrer trop dans l'ontologie des anges, mais les anges sont spécifiques complètement. Hein. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a énormément d'espèces d'anges, puisque les anges sont des espèces. Mais bon, ça fait partie des difficultés qu'il peut y avoir, effectivement, ou non d'ailleurs, parce que on peut la résoudre dans ce type de métaphysique, dans la métaphysique angélique. Merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup pour ça. Charandi, c'est à toi. Il me semble que Anna Marmodoro a une question, une follow-up à la question de Baptiste. Merci beaucoup, Andrew. Comment? Oui, allez-y. Bonsoir. J'ai une petite question in English following Andrew's question. So, Roger, when you say that substances are fundamental, but they are composed of matter and form, are you thinking that matter and form are in some way constituents of substances? And if they are, does that not undermine the fundamentality of substance? Maybe you were explaining this already to Andrew, but it'd be good to hear a bit more. Can I answer in French? Yes. Oui, c'est bon. Oui, la matière, forme et matière sont des parties sont des parties métaphysiques des choses. Donc, les substances ont bien des parties métaphysiques, mais elles n'existent pas indépendamment, ni la matière
ni la forme n'existent indépendamment de la substance. Donc la forme n'a pas le même mode d'existence que la substance, et surtout, de toute façon, elle dépend d'une substance. Je ne sais pas si ça répond à cette question. Oui, je comprends. La relation de dépendance ontologique, elle est toujours à la substance. Oui, oui, je comprends. Je voudrais suggérer, I would like to suggest that you change then composition or composing to analyzable. So the substance is not composed, but analyzable into a suggestion. Oui, je comprends bien, parce que le terme composition, composé, bon, c'est vrai que je reprends le terme de la tradition, en fait, hein, au moins dans les traductions françaises du latin. Et bon, effectivement, si on a une théorie de la composition qui suppose que les parties ou les éléments ont une existence indépendante de ce qu'ils composent, ça ne marche plus. Donc, il faut, oui, au moins que bien préciser ce point. Tu as raison, Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher Andy, c'est à toi. Donc. Merci. Et merci beaucoup, Roger, de ta présentation très claire, qui est l'objectif d'une présentation analytique. Il me semblait finalement que ton apologie est plutôt une apologie pour une théorie de la connaissance plutôt que la métaphysique, parce que tu as supposé une métaphysique réaliste. Et c'est bon. Mais quand même, alors, je me pose la question qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de McIntyre pour l'éthique qui pourrait être transposée ici pour finalement choisir entre les trois options d'une théorie de la connaissance, c'est-à-dire en visant la métaphysique réaliste, on peut demander quelle théorie de la connaissance ou quelle théorie de la rationalité plutôt suffit ou suffirait pour expliquer les autres. C'est la stratégie pour l'éthique qui McIntyre a utilisée pour juger entre la tradition aristotélicienne, la tradition de Lumière et la tradition de Nietzsche. Il a dit finalement c'est la tradition aristotélicienne qui peut expliquer les deux autres. Et les autres n'ont pas la capacité d'expliquer les autres. Donc finalement, il faut juger en faveur de l'option aristotélicienne. Et je me pose si tu peux faire la même chose pour ta position ici, pour finalement juger entre les trois possibilités. C'est la question finalement. Merci beaucoup. Oui, c'est exactement ce que je crois. C'est-à-dire, je pense exactement d'abord comme McIntyre, que la position aristotélicienne en éthique permet de juger les autres traditions éthiques, comme il le dit dans les Three Rival, je ne sais plus comment le titre, hein, les trois théories éthiques rivales. Oui. Mais ça, que je défende cette idée, ça se voit au terme que j'ai utilisé. Parce que la troisième tradition, qui est en fait la première, qu'on est bien d'accord, Platon a amusé les gens d'abord, et puis ensuite Aristote a dit tout ce qui était les choses importantes, et le problème était réglé. Était réglé une fois qu'Aristote avait parlé. Donc, la tradition aristotélico-thomiste, elle est réaliste et réceptiviste. Et les deux autres, elles sont ni réalistes ni réceptivistes. C'est-à-dire c'est par défaut que je les ai caractérisées.
ou bien réaliste, mais non réceptiviste ou anti-réceptiviste. Voilà. Donc, c'est le jeu de être ceci, être anti-cela, qui fait que ceux qui ne sont anti-rien du tout ont une position où ils peuvent expliquer les autres, mais c'est asymétrique. Les autres ne peuvent pas expliquer la position. Oui, ils peuvent simplement dire être contre. Tandis que si vous êtes un réaliste, vous comprenez ce que l'antiréaliste rate. Si vous êtes un réceptiviste, vous comprenez ce que l'antiréceptiviste rate. Donc effectivement, je suis tenté de penser que un des intérêts cette tradition permet de juger des autres. Je crois aussi qu'elle est préalable, en quelque sorte. Et je serais de même qu'on a dit que toute la philosophie, c'était des notes de bas de page, des dialogues de Platon, hein, ce que dit Whitehead, on pourrait dire que je suis souvent tenté de penser que toute la philosophie, c'est une sorte de... C'est-à-dire que, comme Aristote a raison, pour arriver à se démarquer, il faut dire des choses fausses. C'est l'unique solution. Hein, c'est l'unique solution. Hein. Donc, effectivement, si vous voulez être un aristotélicien assez orthodoxe, comme c'est mon cas, au moins un aristotélicotomiste assez orthodoxe, comme c'est mon cas, voilà, vous courez moins de risques d'erreur. C'est une blague. Merci. Merci, merci infiniment pour cette exposition évidemment très claire. Chers camarades, dites dans la salle, voilà, je savais, Mathieu aussi, d'accord, mais étant donné que les rires de Paul Clavier étaient entendus avant que quelconque main soit levée, cher Paul. Alors, c'est pas un rire sardonique, hein, mais trois petites choses. Là, sur l'argument que tu viens de donner de la supériorité des pros par rapport aux anti. Peut-être que celui qui se positionne contre le réceptivisme et contre le réalisme est quelque part en défaut. Moi, cet argument me gêne parce que c'est comme si tu disais si je crois aux fantômes, je comprends ce que ratent ceux qui ne croient pas aux fantômes. Et de fait, hein, c'est la discussion de dans un débat ontologique, c'est toujours celui qui a le plus d'entités qui semble l'emporter. Parce qu'il va être obligé de mettre en question, ah bon, mais tu ne crois pas que ça existe, le X, etc. Et du coup, il met sur la scène devant la sécurité. Donc, je ne suis pas très sensible à la force de l'argument. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont c'est présenté, parce que ce n'est pas une question de nombre d'entités. Ce n'est pas une question de dire qu'il y a plus d'entités dans la tradition aristotélicotomiste que dans d'autres. Leibniz, il y a plus d'entités. Et il y a des entités. Ouais. Je crois au finalisme, et alors je vois ce qu'il y aura, ce qui me croit pas au finalisme. Ouais. Oui. Non, mais c'est pas y croire. C'est-à-dire, si on n'a pas le finalisme, je pense, si on rejette totalement le finalisme, on va avoir beaucoup de mal à ne pas, à un moment quelconque, être sceptique, à pratiquer une philosophie critique, à réduire les possibilités de la connaissance ou à réduire ce sur quoi la connaissance porte, etc. Donc c'est ça l'idée. J'entre pas dans cette discussion parce que là-dessus, je serais toujours avec toi sur la question de la finalité de la connaissance et le désir naturel de connaître, etc. Ce point aristotélicien me paraît vicieux. Et c'était le schéma de ton raisonnement
quand j'adopte un isme, je suis supérieur à celui qui est anti-isme. Oui, mais c'était juste en référence à ce que dit McIntyre, c'est-à-dire je suis d'accord de la même manière que McIntyre est conduit à dire, voilà, l'avantage de la position en morale aristotélicienne, c'est qu'elle rend capable de juger les autres. Et ça, effectivement, c'est la thèse qu'il défend. Je crois que la tradition aristotélico-thomiste a aussi cet avantage-là d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est pour ça que peut-être que c'était pas assez clair, mais c'est pour ça que j'ai introduit cette idée de qu'est-ce qui se passe si on a une hallucination. Voilà. C'est-à-dire que il y a des explications qui sont données, qu'il est possible de donner, de phénomènes qui sont présentés comme étant des objections, des defeaters, comme dirait Plantinga, de cette position-là. Donc, il y a moyen d'intégrer l'objection en disant que dire qu'il y a des pensées de choses qui n'existent pas, ça pourrait… Le fait d'intégrer une objection, en constitue d'avoir une dose, on dire, cette intégration. Oui. Non, mais c'est pas… C'est ce que là, si quelqu'un pourrait apprécier la théorie aristotélicienne morale, l'épistémologie aristotélicienne, d'un point de vue non aristotélicien, en disant oui, il y a une supériorité, il y a un avantage explicatif aristotélicien, sans être aristotélicien. Oui, mais alors ça, c'est peut-être ça qui est vraiment McIntyrien dans ce que je dis, c'est que l'idée que on serait en dehors de toute métaphysique, qu'il y aurait un point de vue extérieur me semble là douteux. C'est-à-dire que la position qu'on trouve, même chez des gens comme Quine, une position, disons, naturaliste, me semble être tout de même une position métaphysique, mais par défaut. Alors, deuxième point, mais qui rejoint cette question, est-ce que le matérialisme et le naturalisme intégral est une position par défaut? Moi, je ne vois pas ton argument quand tu dis le monisme matérialiste ne peut pas répondre à la question pourquoi est-ce que je suis citoyen. Si, tu peux dire, moi je m'appelle Épicure, il y a les atomes et le vide, et ça explique tout le reste, et j'explique pas mal de choses avec ça, je vais raffiner, et les atomes sont éternels, existants par soi, et voilà, j'ai expliqué pourquoi il y a des choses qui peuvent D'ailleurs, ajouter dans le cahier des charges d'une métaphysique correcte, mettre dans l'agenda qu'il faut répondre à la question de quoi il n'y a plus rien, c'est-à-dire on n'a pas les moyens de comparer le néant à quoi que ce soit, donc au moins pourquoi il y a des choses, ou pourquoi il y a ce qu'il y a. Dans ce cas-là, voilà, je ne vois pas en quoi le monisme matérialiste est mis en défi. Et on peut s'appeler plutôt. Oui, mais tu es obligé de recourir aux faits bruts. Le théiste, il recourt à un fait brut, c'est que Dieu est l'existence brute, un fait brut. Oui, mais à ce moment-là, tu dis que pour Russell, le fait brut, c'était son Dieu, quoi. Tu vois, c'est des réponses. Autant admettre un fait brut qui est là, plutôt que un fait brut qu'on ne voit pas. Oui, mais il y a un avantage. Oui, au moins, il y a une constituante qui, quelque part, on n'a pas la liste stable. Et bon, avec ça, j'explique le reste. Oui, mais oui, j'explique le reste, bien sûr. Ça ne pose pas de problème de ce point de vue, mais il me semble qu'il n'y a pas de réponse à la question pourquoi. Il y a une réponse à l'intérieur ce que je disais, c'était que la réponse, elle ne peut pas se trouver à l'intérieur de ce qu'on explique. Et il me semble que c'est ce que dit Coplestone. Et ce que dit Thomas. Et ensuite, si l'explication ultime c'est Dieu, l'explication de Dieu se trouve dans son étude. Donc, le challenge, c'est pourquoi on accepte que Dieu soit auto-explicatif et pas le monde. Il n'est pas quelque chose en général. Non, c'était ça la référence à McCabe. C'est-à-dire qu'on ne tend pas à expliquer qu'il y a quelque chose qui a fabriqué.
On n'est plus dans d'ajouter quelque chose qui s'additionnerait à ce que l'on a matériellement pour l'expliquer. Mais l'expérience, c'est quand même un fait breton. C'est pas un fait. Donc, non, mais il vaut mieux une existence non expliquée qui explique le reste que une myriade d'existences qui s'auto-expliquent. Et alors là, après, on pose la question de comment on fait pour constituer un monde. Hein. Je ne voudrais pas, comme nous avons souvent l'occasion de parler de l'union, je voudrais laisser la parole à Sylvain Laprendre. Merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour savoir, du coup, il me semble que vous ne suivez pas forcément la position aristotélicienne sur les artefacts et c'est pour voir, quelle est votre conception des artefacts? Est-ce qu'ils ont des formes, oui, c'est-à-dire que, traditionnellement, la doctrine souvent qui est retenue, c'est qu'il n'y a pas les artefacts ne sont pas des substances pour Aristote. Ni pour Thomas d'Aquin. C'est une question extrêmement controversée chez les thomistes. Un des arguments que j'avance auprès des thomistes, mais ici, ça va, bon, c'est que je ne vois pas trop comment il pourrait y avoir de transsubstantiation si le pain n'est pas une substance et le pain, c'est un artefact. Donc, c'est un argument théologique, évidemment. Donc, alors, ils disent que le pain n'est pas forcément une substance. Bon, ça me semble problématique. Mais laissons tomber ça. Alors, à mon sens, ce que j'ai expliqué dans plusieurs livres, c'est qu'il y a des substances artefactuelles. C'est-à-dire que la fonction peut être la fonction d'un objet, d'un artefact, ce qui est la forme d'une chose, par exemple vivante, d'un lapin, c'est la même chose que la fonction pour ma montre. Donc la fonction joue le même rôle que la forme. Et donc, je serais tenté de penser que la montre, même si elle est composée d'éléments qui sont un morceau de cuir, quelque chose qui est en acier, etc. Bon. Et donc, normalement, ça ne peut pas être une substance pour un aristotélicien modèle, si je puis dire. Je suis quand même tenté de penser que c'est... Alors, au début, je disais, dans des articles que j'avais faits, je disais que c'était une quasi-substance, parce que j'ai un ponte. Mais ensuite, je me suis dit non, je veux dire que c'est une substance artefactuelle, qui aurait des substances naturelles et puis des substances artefactuelles, et que les substances artefactuelles seraient forcément liées aux êtres que nous sommes en tant qu'êtres rationnels, parce qu'il faut être rationnel pour faire des artefacts. Et donc, voilà. Donc, oui, sur ce plan-là, il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui sont des aristotéliciens et des thomistes qui n'acceptent pas du tout l'idée qu'un artefact soit une substance. Mais bon, Amicus Plato, etc. Hein, donc, il y a même des textes, pas chez Aristote, mais chez Thomas, qui sont assez ambigus sur ce point, et donc on peut profiter de l'ambiguïté de certains textes pour dire qu'on peut être un thomiste tout en défendant cette thèse-là. Merci beaucoup. Excusez-moi, peut-être la réponse à la question est dans les débuts de la conférence que j'ai raté car je suis arrivé en retard. Mais je voudrais vous demander... Elle y est forcément. Je voudrais vous demander, à la fin de la présentation, quand vous avez dit que la qualité de ces objets de substance s'explique ou dépend de cette actualité pure et parfaite, et comment, avec quel terme ou dans quel terme vous expliqueriez cette relation ontologique entre ces deux actualités, l'une imparfaite et l'autre pure et parfaite?
comment expliquer oui, c'est une question importante, mais elle s'explique par le fait qu'il ne peut y avoir une actualité imparfaite que s'il y en a une parfaite. Parce qu'elle est par défaut. Hein, c'est par privation. D'accord? Donc, une actualité imparfaite, c'est une actualité qui, à laquelle il manque quelque chose. Et il ne peut manquer que dans le cas où il y a quelque chose auquel il ne manque rien. C'est ça l'idée. Alors, juste pour conseiller ma dernière question, l'identité de cette actualité imparfaite, et jusqu'à quel point est justement propre à elle-même, ou elle n'a pas vraiment d'identité en soi, tant que son actualité dépend de si permettre participe d'une actualité pure. Oui, on peut penser ça. Je serais assez d'accord pour dire que par certains aspects, on peut penser ça en termes de participation. C'est le cas chez Thomas, hein, au moins dans certains textes. Donc, en termes de participation. Mais la notion de participation n'est pas facile à manier. Je vois que Anna a mis cette terrible couverture de questions d'esthétique avec feu Jean-Pierre Cometti et Jacques Morizot. Donc, cet échange est clos, super. Donc, nous avons un camarade Inder qui pourrait. Comme je sais pas, alors, tout compris, du coup, j'ai 3 questions de doctrine et de clarification. La première, alors en tant qu'épistémologue, je me suis dit qu'effectivement, le réceptivisme était une bonne nouvelle parce que ça semblait nous amener dans un. Enfin, on pouvait mieux comprendre comment la connaissance était possible. Cela dit, je me demande si pour cela, pour faire les progrès en épistémologie, on va du coup quand même avoir besoin d'un critère humain pour distinguer les pensées et le reste, au sens d'une pensée fausse, donc c'est une fausse pensée, donc c'est un truc différent. Donc, ok, on avance, mais si on veut faire l'épistémologie au moins appliquée, il va falloir un critère pour reconnaître, pas tout de suite, mais des fois a posteriori, ce que sont les fausses pensées. Donc, du coup, en quoi, comment on va faire ça? J'ai l'impression qu'on va être un peu embêté et que d'un côté, du point de vue de l'épistémologie générale, on voit comment l'épistémologie est possible, c'est chouette. Du point de vue de l'épistémologie appliquée, j'ai l'impression que c'est assez inutile. Ma deuxième question, c'était. Donc, j'ai l'impression. Je me demande. Est-ce que je peux répondre déjà sur la première? Mais à mon sens, l'épistémologie ne sert pas à savoir si on a raison ou tort. Hein, c'est la science qui sert à ça, hein, qui fait ça. L'épistémologue, il n'est pas là pour dire, il est là pour essayer de faire comprendre ce qui s'est passé si on avait tort. D'accord? Mais l'idée d'une épistémologie qui serait normative au sens où elle serait une sorte de police qui serait capable de regarder les savoirs et de dire ça c'est un bon savoir, ça c'est pas un bon savoir, j'ai des doutes. Et je sais que c'est une conception de l'épistémologie qui est prévalente quasiment, mais j'ai de sérieux doutes. Donc, nous pouvons regarder des savoirs en épistémologue pour voir comment, et ça c'est normal de le faire, regarder comment il se constitue, mais en revanche, je ne suis pas sûr que l'épistémologie puisse donner les normes du savoir. Ce qu'elle donne, c'est elle dit qu'il y a des normes pour le savoir. Par exemple, la norme de vérité.
Et ça, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si nous savons quelque chose, si nous connaissons quelque chose, il y a une réalité connue. Et en gros, c'est la défense d'une conception correspondantiste de la vérité. Bon. Mais ça, c'est de l'épistémologie de dire cela. Mais en revanche, ensuite, nous savons que si quelqu'un dit vrai, la réalité est telle qu'il l'a dit, mais savoir s'il dit vrai, ce n'est pas le travail de l'épistémologue. Mais du coup, est-ce qu'on a quand même quelque chose à dire? Parce que, d'accord, même si on dit que c'est le travail des scientifiques, très bien, mais du coup, est-ce qu'il y a un discours à tenir sur la façon dont les scientifiques reconnaissent ce qui est une pensée ou ce qui est une fausse pensée? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose dont on n'a rien à dire? Ah si, bien sûr. Si. On a certainement quelque chose, enfin, en épistémologie, on est conduit, mais à décrire cela, certainement. Mais décrire cela, ce n'est pas dire aux scientifiques comment il doit penser et comment il doit s'y prendre. L'idée que l'épistémologie serait normative pour l'activité scientifique me gêne beaucoup. Et elle est de plus en plus présente, je trouve. Ça l'était moins il y a 20-25 ans. Je pense que, par exemple, des gens comme Popper, etc., avaient réussi à débarrasser complètement ce genre de choses. Mais c'est revenu de façon très, très importante, où il y a des sortes de normes épistémologiques de l'activité scientifique. Là, je serais tenté de dire « anything goes ». Et de considérer que ce n'est pas à l'épistémologue de dire aux scientifiques comment il doit faire. J'ai une deuxième question qui est peut-être en fait la même que la première. Alors, je ne sais pas très bien si je vais mettre sous les termes faillibiliste et infaillibiliste, mais j'ai quand même l'impression que tu pencherais du côté de l'infaillibiliste. Ah non, pas du tout. Non. Je pense forcément du côté du faillibilisme. J'ai l'impression que les faillibilistes disent que l'erreur, les cas d'erreur et les cas de connaissance vont ressortir des mêmes processus et qu'on va tenir un discours qui va rendre les deux possibles. Si tu penses que la norme de la vérité, c'est la correspondance avec la réalité, tu es forcément faillibiliste parce que tu envisages la possibilité d'être invalidé par la réalité. Donc il faut un infaillibiliste, c'est quasiment inévitablement un idéaliste. C'est quelqu'un qui va, à un moment donné, dire que par le seul examen de ses contenus mentaux, c'est Descartes, il peut trouver la norme de la vérité. La norme de la vérité est interne à son esprit, elle n'est pas à l'extérieur. Si tu dis si tu es externaliste, tu es forcément faillibiliste. Non? La position, au sens où j'essaie même de comprendre comment il faut conceptualiser ces notions, parce que c'est à la fois important de le faire, et en même temps, je trouve que c'est très difficile de le faire sans rendre quelque chose soit trivial, soit… Oui. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas très bien comment définir la chose. Alors, en tout cas, j'ai quand même l'impression que tu vas dire que, voilà, donc je m'accroche à cette… Une pensée fausse, c'est une fausse pensée, donc c'est quelque chose qui est ontologiquement différent, donc ça va être… Oui, mais ce n'est pas parce que… quand je dis qu'une pensée fausse, c'est une fausse pensée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Qu'on ne peut pas se tromper à l'égard de ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que toutes nos pensées, à ce moment-là, sont vraies du seul fait d'être des pensées. Il faut encore qu'elles soient en adéquation avec la réalité, enfin, pour le dire vraiment de façon extrêmement simple. Oui, mais du coup, on va quand même dire ensuite qu'à la fin, ce qui se passait ressortait d'une
un autre type de destruction. Ce n'était oui. pas la pensée qui était informée. Oui. Donc, on était à la fin, ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu, était dans des processus autres. Donc, ce qui veut dire que l'explication de l'erreur va être un autre type d'explication que l'explication de la connaissance. Donc, on va quand même séparer les deux. Donc, c'est en ça que je disais que j'avais l'impression que alors que les faillibilistes vont dire, les faillibilistes vont dire, c'est les mêmes processus qui font les deux. Et voilà, en ce sens-là, j'avais l'impression que oui. Oui, je vois ton problème, mais enfin, je vois le problème qui se pose. Mais faudrait distinguer deux cas, oui, effectivement. Bon, j'avais juste une toute petite question pour finir. Donc c'est le testament d'un philosophe analytique. Donc, pour moi, d'un point de vue méthodologique, c'est important dans la philosophie analytique, c'est d'essayer de séparer les problèmes. Oui. Donc, je me disais, bon, et j'accepte tout ça, mais jusqu'à quel point je peux m'en dispenser pour faire tranquillement de la philosophie morale, politique, épistémologie, ou est-ce que, hélas, tout est lié et du coup, je dois en plus mettre ça dans la barre pour bien faire les autres choses. En tant que philosophe analytique, je me dis, bon, c'est vrai, c'est faux, ok, mais si au moins je peux faire le reste de façon séparée, je suis quand même rassuré, quoi. Parce que j'ai un tout petit doute quand même. Donc, du coup, en tant que philosophe analytique, comment tu dis la chose Bien. Je n'en doute pas, mais jusqu'à quel point tu arrives à tout ce que tu présentes se sépare des autres affirmations que tu peux avoir en esthétique. Mais elles ne s'en séparent pas. Ah ben, c'est bon. Donc, en tant que philosophe analytique, j'aimerais comprendre pourquoi ça ne se sépare pas. Pourquoi il faut vraiment lier ces questions. Oui, d'accord. Parce que si tu penses que si tu fais de la métaphysique, tu penses que tout est lié. Sauf si tu as une conception de la métaphysique, comme ont certains métaphysiciens analytiques aujourd'hui, sur des petits problèmes relativement techniques, souvent même très techniques, mais il y a des philosophes analytiques qui Van Inwagen, avec lequel je ne suis pas d'accord avec sa métaphysique, mais il a cette conception-là globalisante de la métaphysique. Ou bien Plantinga, ou bien Chisholm, ou bien tous ces métaphysiciens fort respectables, analytiques fort respectables, ont cette conception complètement globalisante. D'accord, juste pour avoir deux, trois finalistes, donc c'est quoi les thèses qui vont intervenir d'un point de vue argumentatif dans d'autres problèmes? Quels vont les trucs qui vont s'exporter dans les autres domaines? Par exemple, en philosophie de l'art, comme ça a été suggéré, voilà, ça a une incidence très forte. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'art et le désir de Dieu, où à peu près tout le schéma, le tableau que j'ai mis au départ, il vient de ce livre. Donc, oui, moi j'ai toujours l'impression de parler tout le temps de la même chose. Et des fois, je me dis que les étudiants doivent avoir cette impression, que je parle en fait tout le temps de la même chose, que c'est très, très restreint, que quel que soit le sujet que je traite, je dis tout le temps, je ressasse. Et des fois, je me dis ça, qu'il ne faudrait pas que j'ai trop souvent les mêmes étudiants parce qu'ils s'ennuieraient à force d'entendre sans arrêt le même couplet. Quel que soit, parce que c'est la même chose en éthique, c'est la même chose en épistémo, c'est la même chose. En fait, c'est juste la façon de présenter les choses qui diffère. En fait, ce que je vous ai dit là, en 1 heure, c'est à peu près tout ce que je dis, quoi. Non, mais c'est vrai en plus. On a 2 questions, une de Daniel et l'autre. Too much information. L'autre en ligne, celle qui est en ligne, je vais éventuellement la lire pour clôturer, puisque quelqu'un te pose la question, elle est juste écrite, quelqu'un te pose la question de, t'invite à te situer vis-à-vis de l'immense Jean-Luc Marion. Mais donc, étant donné cette question, je vais peut-être donner la parole à Daniel d'abord.
Bonsoir à tous. J'ai une question par rapport au fait que tout soit lié, justement. Parce que je considère que justement, c'est le point fort du thomisme qui me permet justement, moi, dans mon travail, de contourner, si l'on veut, ce dilemme de Benacerraf, qui sépare aussi bien l'épistémologie de la métaphysique. Du coup, le fait que tout soit lié me fait penser à quelque chose, c'est que bon, quand on s'intéresse au mode d'existence ou quand des objets des mathématiques chez Thomas, on a ce qu'il appelle la dépendance intellectuelle ou épistémique de la matière intelligible, et qui se fait, si je le dis à Thomas, sur un fond métaphysique, c'est-à-dire que ça serait le reflet, mais notamment ça correspondrait justement à la dépendance ontologique vis-à-vis de la substance, parce que c'est justement ça qui est dit par Thomas à texte. Mais du coup, si d'un point de vue ontologique, on peut bien dire qu'il y a une dépendance ontologique par rapport à la substance et qu'on peut bien identifier cette substance. Dans le cas, par exemple, du Soleil, on parle du cercle qui est la forme circulaire du Soleil. Comment est-ce que ça s'exprime dans le cas épistémique? Et ma question, du coup, par rapport à ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça à partir d'une perspective, ou plutôt à partir d'une condition du dualisme de la justification, comme celui de Célard, par exemple? Parce que est-ce que cette dépendance intellectuelle de la matière ne serait pas une dépendance intellectuelle d'une notion, ce qui voudrait dire que pour introduire un concept ou un objet de mathématiques, il faudrait introduire une série de notions dont, par exemple, cette forme accidentelle, si on veut, serait dépendante du point de vue intellectuel, c'est-à-dire dont elle dépendrait pour être comprise. Oui, c'est fort possible. Pour ce qui concerne les mathématiques, j'ai vu Colette Ferrier un moment ici, donc j'hésiterai à répondre. Mais oui, enfin, en tous les cas, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'effectivement, souvent, on pense que les gens qui font de la philosophie analytique sont hostiles à l'idée, un petit peu comme Cyril le suggérait, qu'on a une perspective englobante, qu'on refuse de séparer l'épistémologie, la métaphysique, l'éthique, etc. Ou plutôt qu'en philosophie analytique, on les sépare complètement. Je pense que, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est apparu dans la métaphysique analytique assez tardivement, parce que chez Russell, ça prend une forme extrêmement englobante. Et quand Moore critique le sophisme naturaliste, ma foi, c'est une prise de position métaphysique sur l'existence du bien comme une réalité quasiment platonicienne chez Moore, etc. Donc, je crois que la philosophie analytique n'a pas toujours été et n'est pas entièrement de ce côté-là, du côté du, je dirais, piecemeal, complètement décomposé ou non. Alors, si c'est vrai pour l'éthique, ça serait sans doute vrai aussi dans la philosophie des mathématiques. C'est ce que je peux répondre, parce que sur le détail du problème que vous soulevez, Daniel, je ne serais pas capable de répondre. Très bien. Donc, si, très bien. Deux questions en ligne, des personnes en ligne. Donc, déjà, la question très précise concernant Jean-Luc Marion, c'est qu'il ne s'agit pas d'un philosophe antiréaliste, mais d'un partisan des limites de la métaphysique comme mode de connaître. M. Marion dit qu'il existe des réalités qui ne sont pas objectivables, donc qui ne peuvent pas se décrire métaphysiquement, alors même qu'elles sont réelles. D'où sa préférence pour la phénoménologie pour connaître Dieu. Oui. J'ai eu Marion comme prof, donc je connais bien ses idées, et je crois. Et
Bon, je crois que c'est trop dépendant pour moi de, disons, des idées de fin de la métaphysique, etc. Et puis, bon, je ne suis vraiment pas phénoménologue. Donc, nous l'avons remarqué. Très bien. La suite, nous avons une petite question sur, à la lumière, donc peut-on, à la lumière de la distinction entre pensée fausse ou vraie, faire une estimation du type beaucoup de pensées fausses dans le monde, il y a beaucoup de pensées fausses dans le monde et peu de pensées vraies? Oui, c'est peut-être vrai, mais... Quelle est la pertinence de cette question? Moi aussi, j'ai encore... Non, mais oui, je comprends la question. Nous avons... la réponse que je donnerai risque de pas... nous avons effectivement l'esprit extrêmement confus et embrumé. Et il est extrêmement difficile de... Enfin, la confusion en philosophie, et je ne crois pas ne pas y participer, est terrible. Et la chose au monde la mieux partagée. Et la chose au monde la mieux partagée en philosophie. Je m'efforce d'essayer d'être plus clair. Et en ce sens-là, je suis... Voilà, il y a quelque chose de Wittgensteinien dans l'effort pour rendre les choses plus claires pour moi, etc. Mais oui, il reste encore beaucoup de... Nous vivons dans la confusion mentale et il y a... peut-être que s'il faut finir, je peux finir par cela. Il y a la thèse de... On n'est pas terminé, on peut se dire que c'est dur. Oui, non. La thèse de Plantinga des effets noétiques du péché originel, auquel j'avais parlé à certains étudiants de master, il me semble assez juste, effectivement. Un des effets du péché originel sur nous, ce n'est pas simplement que nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire assez fréquemment, hein, mais en plus que nous pensons comme des casseroles. Donc, nous avons l'esprit embrumé et nous pouvons simplement essayer, en faisant un peu de métaphysique, Bien sûr. Super, merci infiniment.